Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition, le parti UPRONA dit ne pas être d'accord avec la suppression des quotas ethniques dans l'attribution de certains postes. La déclaration a été faite ce dimanche par le président du parti de Guagasole. C'était lors d'une descente qu'il avait effectuée en province Cibitoke. La planification familiale ne se limite pas au contrôle des naissances comme beaucoup semblent le croire, mais devrait plutôt se focaliser sur une gestion éclairée de notre avenir. C'est en substance les propos de la première dame du Rwanda, tenus ce lundi lors d'un forum des premières dames des présidents africains et d'autres femmes leaders qui se tient depuis ce lundi à Bujumbura. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter la réaction d'un défenseur des droits de l'homme qui appelle à la restitution du paquet auto confisqué au rapatriés de Cibitoke. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir à vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Débutons par la page politique où le parti UPRONA déplore la non-répartition du pouvoir et l'attribution des postes à une seule ethnie manifestée par le parti CNDD-FDD au cours d'une descente effectuée ce dimanche en province Cibitoke. Le président de l'UPRONA, Olivier Nkurunziza, a déclaré aussi que son parti était contre la suppression des quotas ethniques dans la constitution du Burundi. Éloge divin, Rémiche. Faisant allusion aux crises cycliques qu'a connues le Burundi, le parti UPRONA, elle, reconnu par le régime de Gitega, trouve qu'il est encore tôt de supprimer les quotas ethniques dans la Constitution. Dans le discours prononcé ce dimanche devant les membres du parti UPRONA en province de Cibitoke, le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, a déclaré qu'au sein de l'UPRONA, il trouve que la suppression des quotas ethniques ne ferait que renforcer l'extrémisme. Nous savons tous que ce pays a connu plusieurs crises et les ethnies se sont entretuées. Nous avions vu que les conflits politiques se basent sur des ethnies, mais nous les Burundais, nous avions dépassé ce stade. Mais aussi, il ne faut pas qu'on pense que c'est terminé. Pourquoi alors supprimer les quotas ethniques de la Constitution alors que ça ne pose aucun problème? Supprimer les quotas ethniques au Burundi aujourd'hui, c'est comme donner du souffle aux extrémistes et ça sera le début des problèmes. Donc, au sein de l'UPRONA, nous conseillons que les quotas ethniques restent. Autre chose, Olivier Nkurunziza a dénoncé la non-répartition du pouvoir par le parti CNDD-FDD qui se remarque par le fait que tous les postes sont occupés seulement par des membres de ce parti de l'ethnie Hutu. Pour illustrer ses propos, le président du parti UPRONA s'est référé sur le cas de la province Cibitoke qu'il avait visité. Ici à Cibitoke, par exemple, toutes les écoles sont dirigées par des individus issus d'un même parti et d'une même ethnie. Il ne faut pas comprendre que si je dis que ces postes sont occupés par des Hutus, que ceux originaires de l'UPRONA font partie. Pas du tout. Le chef de zone, le gouverneur, son chef de cabinet et ses conseillers, les conseillers des administrateurs, les agronomes communaux, le procureur, les DCE, le DPE, le BPAE, le médecin provincial et autres postes, partout c'est le même cas. Si tu mets en place une telle gouvernance, est-ce que tu ne penses pas que tu es en train d'attirer des problèmes? Cette visite du président du parti UPRONA en province de Cibitoke s'inscrivait dans le cadre d'une campagne de mise en place de nouveaux organes dirigeants de ce parti selon les nouvelles délimitations des provinces, communes et collines. Merci à toi, Elos Divin Rémiche. Vous saurez que ce samedi, le parti UPRONA a également mis en place les organes dirigeants des 5 provinces, selon les nouvelles délimitations des provinces, des communes, des collines et des quartiers, en vue de se préparer aux élections de 2025 et 2027. Et en page de gouvernance, il s'observe toujours un dysfonctionnement dans tous les secteurs du pays, selon le président de l'organisation, Parsem. Pour lui, le gouvernement burundais devrait mettre en évidence toutes les fautes commises par les différentes autorités qui sont limogées. En se basant sur la destitution du gouverneur de la Banque centrale, Dieudonné Mulengela Ntwari, Faustin Ndikumana estime que les Burundais devraient être mis au courant des fautes commises au sein de cette banque après des enquêtes approfondies. Faustin Ndikumana qui demande également que la BRB soit indépendante. Suivez. D'abord que le président de la République opère au limogeage d'une autorité quelconque, tout à fait normale, d'ailleurs ça fait partie de ses prérogatives.
mais parce qu'elle a voulu donner certains conseils par rapport à cette situation. D'abord pour des dossiers aussi cruciaux, aussi importants comme une mauvaise gestion d'une banque importante comme la Banque centrale, doivent avoir des investigations, des maisons expertes pour établir responsabilité, pour qu'on sache la vérité. Ça devait être des dossiers gérés sous la panacée du service national de la documentation. On dirait que le service national de l'enseignement est en train de remplacer, de supplanter toutes les institutions, y compris même la justice, dans la gestion des affaires liées aux malversations économiques. Ça ne devrait pas être ainsi. Troisièmement, il faut une gestion professionnelle de la Banque centrale. Il ne faudrait plus que la Banque centrale relève directement de la présidence de la République. La Banque centrale doit avoir un ministère de tutelle qui est le ministère des Finances. Normalement, ça devrait être ainsi. Parce qu'au niveau de la collaboration, si le gouverneur de la Banque de la République reçoit directement des ordres du chef de cabinet civil ou d'une autorité de la présidence de la République, le ministre des Finances reste dépourvu, alors qu'il devait avoir un œil directement de contrôle qui, parce que la Banque centrale gère les fonds du public, l'argent du contribuable. Partiellement, alors, il faut une politique de lutte contre la corruption cohérente. Il faut intervenir les institutions spécialisées, capables de faire des investigations, donner des rapports, montrer les tenants, les aboutissants de tous les dossiers, et non pas entendre des dossiers comme mandat, des capés sans suite, des ministères des Finances capés sans suite, et d'autres, on prend des mesures administratives, de limogeage des autorités, pour attaquer la justice puisse faire son travail, mais j'imagine qu'il faut une politique de lutte contre la corruption cohérente, faisant intervenir toutes les institutions, en l'occurrence même la justice. Il y a quelque part un dysfonctionnement des institutions qui doit prendre fin. Le désordre s'observe aussi dans la fixation des frais scolaires dans différentes écoles de la province Gitega. C'est au moment où il existe une loi qui détermine les frais scolaires dans les écoles publiques et privées, et les parents des élèves demandent au ministère de tutelle de faire un contrôle rigoureux. Emmanuel Nyongeko. Certaines écoles font payer illégalement certains frais scolaires, profitant ainsi de la naïveté des parents. À titre illustratif, le lycée technique Saint-Joseph de Giheta de la congrégation des frères Saint-Joseph qui fait payer 20 000 francs par élève et par trimestre pour des soins de santé des éduqués. Mais d'autres écoles ne font pas payer de tels frais. Le même établissement fait payer 30 000 francs d'inscription à tout élève nouveau qui demande une place. Cependant, d'autres écoles ne font pas payer ces frais. À certaines autres écoles, un élève qui reçoit une place doit, en contrepartie, apporter son bas-pupitre au moment où d'autres écoles ne l'exigent pas. En outre, plusieurs écoles collectent 2 000 francs par élève et par trimestre comme frais de coiffure des élèves, mais d'autres écoles laissent le libre choix aux élèves en matière de se faire coiffer. Quant à certaines écoles fondamentales, elles font payer entre 1 000 et 1 500 francs par élève et par trimestre pour payer les veilleurs de nuit, au moment où l'État donne les frais de fonctionnement pour ce genre d'école. En plus, toutes les écoles publiques de la province de Gitega, fondamentales et post-fondamentales confondues, font payer 1 000 francs par élève et par trimestre destinés aux rémunérations des enseignants bénévoles et 1 000 francs par élève et par trimestre pour le sport scolaire. Et dans les écoles privées, les frais de scolarité varient selon le choix de chaque école. Tous ces frais fixés par les écoles publiques séparément s'ajoutent aux autres frais déterminés par l'État comme minerval. De leur côté, les parents disent qu'ils sont dépassés par les faits et payent les frais qui leur sont exigés sans tergiversation pourvu que leurs enfants aient ou étudié, conclut-il. Il demande cependant au ministère de tutelle de suivre de près cette question et de contrôler la façon dont les écoles, tant publiques que privées, fixent les frais scolaires. Je vous le disais en titre, un forum de haut niveau des premières dames, des présidents africains et d'autres femmes leaders se tient depuis ce lundi à Bujumbura. Angéline Ndayishimiye, la première dame burundaise qui est également l'hôte de l'événement, a indiqué que de telles rencontres sont organisées dans le but de lutter pour que la santé et la nutrition des femmes ainsi que celle de leurs enfants ne constituent pas un obstacle au développement de leur pays. Suivez Angéline Ndayishimiye, la première dame du Burundi.
Nous sommes appelés à nous préoccuper du bien-être et de la bonne santé familiale des femmes, des enfants et des adolescents. C'est dans cette perspective que nous organisons chaque année un forum des femmes leaders sur différents thèmes. Notre objectif est de lutter contre les défis qui peuvent entraver la contribution d'une femme au développement de son pays. Ces défis découlent de problèmes liés à la santé des femmes, de leurs enfants et de la malnutrition, entre autres. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis sous un thème précis. Je cite, la contribution de la planification familiale à l'atteinte d'un bon état nutritionnel et de dividendes démographiques. Fin de citation. Nous avons choisi ce thème en raison des problèmes qui affectent notre région, notamment les catastrophes naturelles et la démographie qui est une réalité incontournable ayant un impact sur les familles et le pays tout entier. L'absence de maîtrise des naissances engendre des problèmes pour les mères et leurs enfants. Les enfants ne se développent pas correctement et les femmes ne peuvent pas pleinement contribuer au développement de leur pays en raison de ces contraintes. De son côté, la première dame du Rwanda, Jeannette Kagame, a souligné que la planification familiale ne se limite pas au contrôle des naissances, mais qu'elle représente également une gestion éclairée de notre avenir. Suivez Jeannette Kagame, la première dame du Rwanda. Le thème que nous traitons aujourd'hui touche au cœur de notre humanité et de notre progrès en tant que civilisation. Le planning familial n'est pas une notion culturelle étrangère. Le family planning ne relève pas de croyances personnelles et le family planning n'est non plus juste un ensemble de programmes de santé reproductive, de conseils médicaux ou de méthodes contraceptives. Distingués d'invités, il est indéniable que la planification familiale et la lutte contre la malnutrition requiert des interventions intersectorielles capables d'accélérer les avancées dans les 5 domaines clés des objectifs de développement durable, notamment personnes, planète, prospérité, paix et partenariat. En effet, la planification familiale n'est pas une question de contrôle de naissance, mais de gestion éclairée de notre avenir. Il fut un temps où le patriarcat fut si ancré dans la politique internationale que la femme dut longtemps négocier pour être simplement considérée dans l'allocation de ressources qu'elle aussi contribuait à produire pour sa communauté. Le sort de ces enfants était peu différent du sien. Malnutrition et maladie importèrent constamment des petits qui, comme tout être humain, méritaient pourtant une chance de grandir en paix et en bonne santé. Cette 4e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders prendra fin mercredi. Et en page réfugiés, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique devrait reconsidérer sa décision et remettre aux 234 familles de rapatriés leur paquet retour et faire en sorte que ces familles intègrent leurs familles respectives. Réaction de Laline Ibizi, défenseur des droits de l'homme et de l'enfant. Elle intervient au moment où ces rapatriés dorment avec leurs enfants à la Belle Étoile depuis 3 semaines. Laline Ibizi fait également un appel à tous les groupes de personnes œuvrant pour la défense des droits de l'homme au Burundi de s'approprier cette question. Suivez. Je voudrais exprimer ma préoccupation vis-à-vis des familles de rapatriés venant de la RDC, des familles avec une centaine d'enfants qui dorment sous la Belle Étoile, des enfants qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien à se protéger et qui vivent de la mendicité. Je voudrais interpeller le ministre de l'Intérieur qui est en charge du rapatriement des réfugiés et la réinstallation dans leur ménage, la ministre ayant en charge les droits humains et qui est en charge aussi de la condition de la femme et de la condition des enfants. Vous interpellez-vous les 2 ministres pour que vous preniez le devant, pour que ces familles soient réinstallées dans leur famille. J'interpelle le ministre de l'Intérieur de remettre à ces familles le paquet retour qui est en fait la seule ressource pour pouvoir se réintégrer. Je suis très préoccupée par ces enfants qui ne sont pas à l'école, alors que même dans le pays d'accueil en RDC, malgré les conditions des camps de réfugiés, ces enfants ont été scolarisés. Respectez les droits de ces enfants-là. Tirez les enfants de la rue, récupérez ces enfants afin qu'ils rejoignent l'école
l'école parce que leur vie compte. Laisser ces enfants dans la rue, sans protection, sans nourriture, là, c'est violer les droits de l'enfant. C'est manquer d'assistance à personne en danger, mais aussi c'est créer de l'insécurité. Alors, j'interpelle le ministère qui a la sécurité publique dans ses attributions de reconnaître que maintenir des familles avec autant d'enfants dans la rue, c'est créer l'insécurité pour la nation, c'est créer l'insécurité pour ces familles, c'est créer l'insécurité pour ces enfants. Il faut alors tenir compte de l'avenir de ces enfants parce que l'enfant, ce n'est pas un enfant de ses parents. L'enfant appartient à la nation et ces enfants n'ont rien commis comme crime. Ces rapatriés n'ont fait que répondre à l'appel du gouvernement du Burundi, que le gouvernement du Burundi alors puisse intégrer ces familles, réintégrer ces enfants à l'école, protéger ces mères qui appellent au secours et qui sont laissées à eux-mêmes. J'interpelle aussi l'administration locale, j'interpelle la population de Gasenyi. La population de Gasenyi était caractérisée par l'amour, mais aussi par la charité. Faites tout pour protéger ces familles, faites tout pour leur donner à manger, faites tout pour leur accorder protection et Dieu vous bénira pour cet acte. En parlant toujours de réfugiés, personne parmi les responsables des questions des réfugiés ne devrait narguer les réfugiés du camp de Nyarugusu en leur demandant de contribuer dans le secteur de l'éducation, sachant qu'ils ne sont pas autorisés à faire aucune activité génératrice de revenus. Réaction du porte-parole de la coalition des défenseurs des droits des réfugiés CBDH Vicar, Jean Bosco Vizigilo demande plutôt au ACR d'entendre les cris des parents et de continuer à les assister. Au CBDH Vicar, nous avons appris que dans ces derniers jours de la rentrée scolaire, au cas de Nyarugusu, il y a eu augmentation des élèves dans des classes et aussi cette année, les élèves n'ont pas eu la chance d'avoir des cahiers. Comme d'habitude, les organisations en charge de l'éducation n'ont pas distribué les cahiers à ces élèves comme elles le faisaient. Mais aussi, en plus de cela, nous venons d'apprendre que les autorités ont demandé aux parents de ces élèves de chercher l'argent pour contribuer à l'achat de bas pupitres pour trouver solution à cette augmentation des effectifs. Au CBDH Vicar, nous nous demandons comment les parents qui ne sortent pas pour aller chercher comment vivre, les parents qui n'ont plus la chance de vivre des activités commerciales, les parents qui sont dépourvus de toute situation financière peuvent trouver l'argent pour acheter des bas pupitres. Plutôt, nous demandons au HCR, nous demandons aux organisations en charge de l'éducation au cas des réfugiés de Nyarugusu de conjuguer les efforts pour trouver solution à ce complexe de problèmes, les écoles des réfugiés de Nyarugusu. Et nous demandons aux autorités d'éviter toujours de blesser ces réfugiés parce que ça devient de plus en plus menaçant. Les parents du camp de Nyarugusu situé en Tanzanie ont indiqué qu'ils étaient menacés par le manque de matériel scolaire de leurs enfants parce qu'il n'y a pas eu de distribution du matériel en question à la rentrée scolaire. Ils ont également fait savoir que des bancs pupitres étaient insuffisants et ces parents s'étaient demandé si le HCR ne les avait finalement pas abandonnés. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce lundi 9 octobre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josal Mozaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.